Bonjour les copains, bienvenue dans le 3e mardinet réalisé par Vacances Ouvertes. Je suis Laure Pourcin, docteur en psychologie. Il s'agit de ma dernière intervention sur la gestion du stress, toujours selon une approche cognitive et comportementale. Vous pouvez retrouver en vidéo mes 2 premières conférences sur la plateforme collaborative Cerveau. Comme précédemment, je répondrai à vos questions à la fin. Je vous présente donc aujourd'hui 3 autres méthodes dont l'objectif est de réduire le stress et ses impacts sur nos vies. Aujourd'hui, nous allons voir les compétences de communication, la résolution de problèmes et le développement des capacités d'ajustement aux situations stressantes. On va débuter par la communication interpersonnelle. Le but est de faciliter l'expression adéquate de sentiments positifs, aussi bien que de sentiments négatifs, en apprenant à mieux communiquer. 2 déficits de communication sont observables. Tout d'abord, trop souvent, nous n'exprimons pas nos émotions, ce qui peut entraîner des tensions interpersonnelles et un état de malaise physique et mental. Lorsque ce niveau de tension atteint un niveau critique, les sentiments négatifs sont alors exprimés d'une façon inadaptée, c'est-à-dire que l'émotion est exagérée ou dirigée vers la mauvaise personne. Second déficit, le message est imprécis et favorise les erreurs d'interprétation. Par exemple, peux-tu aller chercher le truc dans le machin qui est derrière la chose? Mais si, tu sais, là-bas, oui, merci, c'est ça. Ou encore, à ta place, je n'irai pas. Je ne veux pas te dire pourquoi, parce que ça ne me regarde pas, mais je ne te conseille pas d'y aller. Ah, j'en ai trop dit, désolée, excuse-moi, non. Tu fais comme tu veux, hein. Vas-y si tu veux. Voilà, ce qui peut amener à des tensions, hein. On s'en rend compte, bien évidemment. Ce qui nous amène en fait au modèle de communication. Donc, un modèle de communication des sentiments négatifs qui peuvent s'exprimer à 3 niveaux. Au niveau du problème, c'est ce qu'on appelle le premier degré, qui est le meilleur mode de communication, on va le voir ensemble. Au niveau de la personne, qui est le 2e degré, ou au niveau de la relation, qui est le 3e degré. Bien souvent, nous communiquons au 2e et au 3e degré. Le stress entraînant des difficultés justement à se centrer sur le problème. On va prendre un exemple pour bien comprendre. Donc pour la 3e fois consécutive, vous arrivez en retard pour ouvrir votre structure. Lorsque vous arrivez, 3 de vos employés semblent s'impatienter devant la structure. Ils peuvent se dire que vous êtes mal organisé, que vous êtes responsable de leur surcharge de travail. Si l'un d'entre eux est un peu remonté contre vous, il peut être amené à vous dire je ne crois pas que nous allons arriver à faire tout ce qu'on doit faire aujourd'hui avec le retard accusé cette semaine. Et donc leur expression vous attaque directement vous, donc c'est au niveau du 2e degré, où ils remettent en cause la relation entre vous. Donc au lieu de dire vous êtes encore en retard aujourd'hui, on pourrait reformuler le même message en des termes positifs. Par exemple, on pourrait dire « J'apprécierais que vous arriviez à l'heure ». Il serait bien entendu encore plus constructif de discuter avec la personne les raisons de son retard et les moyens d'y remédier. C'est ce que nous allons voir un petit peu plus loin avec la résolution de problèmes. Donc si je résume ici pour la communication interpersonnelle, un message précis et positif peut contribuer à augmenter votre efficacité dans la communication interpersonnelle. Vous pouvez également utiliser occasionnellement la technique de reformulation en exprimant dans vos propres termes le contenu du message reçu pour vous assurer d'avoir bien compris le message échangé. Donc la solution ici, elle est bien de rester au niveau du problème, comme on a vu tout à l'heure, rester au premier degré, formuler le message en des termes positifs
et avec précision, et utiliser dans certains cas la résolution de problème, qu'on va voir ensuite ensemble. Et pour finir, s'assurer que vous et votre interlocuteur avez compris le message en reformulant. Nous allons maintenant passer à la résolution de problème. Tous les jours, nous sommes confrontés à des difficultés que nous tentons de résoudre en vue d'être suffisamment efficaces. Parfois, nous échouons dans cette entreprise, ce qui peut avoir des conséquences négatives qui peuvent contribuer au stress ressenti. Nous sommes alors perturbés par nos émotions. L'emploi de la résolution de problèmes exige une certaine discipline, mais cette approche systématique accroît les chances de résoudre une grande variété de situations de problèmes. Cet outil vous permet d'être le principal acteur dans la recherche de solutions à vos difficultés. La méthode de résolution de problèmes comprend 7 étapes que nous allons voir ensemble. Elle est fondée sur un modèle circulaire, puisqu'on peut être amené à refaire le cycle, la première solution envisagée étant rarement la plus adaptée. Nous allons donc maintenant voir ces 7 étapes ensemble. Pour la première étape, il s'agit de définir le problème, c'est-à-dire formuler le problème en des termes précis et concrets, préciser les conséquences et les causes, l'intégrer dans son contexte global. Pour la deuxième étape, on va élaborer les solutions. Il s'agit ici d'inventorier toutes les solutions possibles, sans les évaluer, sans les censurer. Soyez le plus créatif possible. Pour la troisième étape, on va évaluer les solutions. Donc pour chacune des solutions envisagées, vous devez déterminer les avantages et les désavantages, les conséquences à court terme et à long terme, les conséquences pour soi et pour les autres, noter les implications concrètes, le temps, l'argent, etc. et poser ces évaluations par écrit. N'hésitez pas à vous documenter si vous manque des informations. Pour la quatrième étape, prendre une décision. Optez pour une solution ou un ensemble de solutions en cherchant le compromis plutôt que la solution parfaite. Évitez de choisir la solution qui consiste à remettre au lendemain. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Pour la cinquième étape, c'est l'exécution de la décision. Donc réalisez les tâches correspondant à votre décision et fixez-vous un échéancier. Vérifiez que vos attentes sont réalistes au niveau du temps et des effets. Sixième étape, évaluez les résultats. Posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous parvenu à vos objectifs visés? Votre problème est-il résolu? Et enfin, dernière et septième étape, reprise de la résolution de problème. Si les résultats obtenus ne vous convainquent pas, vous recommencez à l'étape 1 pour redéfinir et reformuler le problème non résolu au besoin. Vous pouvez également opter pour une autre solution, donc reprendre à l'étape 4. Comme dernière méthode, je vais maintenant vous proposer de développer vos capacités d'ajustement aux situations stressantes. Nos capacités d'ajustement ou coping regroupent l'ensemble des procédures et des processus qu'un individu peut imaginer et installer entre lui et un événement qu'il juge inquiétant voire dangereux, afin d'en maîtriser les conséquences potentielles sur son bien-être physique et psychique, d'en maîtriser le stress. Une réponse efficace au stress est donc caractérisée par une réduction de l'activation physiologique et la production d'énoncés positifs. Par conséquent, pour faire face au stress, la personne pourrait s'entraîner à développer ses capacités d'adaptation en identifiant le problème
et en appliquant des techniques d'intervention appropriées. Donc pour l'identification du problème, c'est la première phase. On va rechercher les nombreuses situations qui provoquent le stress et les réponses cognitives et physiques qu'il engendre. La prise de conscience de ce qui se passe durant la réaction de stress, donc les facteurs de stress et les processus, nous aidera à utiliser nos capacités d'adaptation. Donc l'exercice consiste à dérouler le film de nos réactions de stress et à identifier les relations entre les situations, nos pensées, nos réponses émotionnelles et nos comportements. Je vous donne un exemple. La situation est qu'on vous demande de rendre un travail urgent en un temps limité. Donc ça va susciter des émotions, de l'anxiété par exemple, ou de la colère. La réaction de stress, il va falloir l'observer au niveau de sa composante cognitive, c'est-à-dire des pensées automatiques. Vous vous rendez compte que vous vous dites « je n'aurai jamais le temps »,« je suis incapable »,« je n'y arriverai pas », par exemple. Vous allez aussi observer votre réaction de stress au niveau de sa composante physiologique, donc la réponse physique, des tensions musculaires, un mal au dos, de la sueur, le cœur qui bat plus vite, par exemple. Une fois que vous avez pris conscience de vos réactions face à une situation stressante, vous pouvez passer à la deuxième phase. Vous allez pouvoir utiliser vos capacités d'adaptation pour combattre le stress. Au niveau physique, nous avons déjà vu lors du dernier mardinaire la relaxation. Mais nous pouvons également faire appel à un médecin pour envisager un traitement médicamenteux. Sur le plan cognitif, les techniques utilisées, elles vont être spécifiques aux problèmes concrets des personnes. Nous avons vu déjà la modification des interprétations négatives avec la production d'alternatives à des pensées négatives, avec les stratégies cognitives, rappelez-vous. Donc ici, si on réutilise les stratégies cognitives par rapport à une situation qui suscite du stress, on la reprend par rapport à mon exemple, donc la situation d'un travail à rendre en temps limité, on va se poser à nouveau les questions. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, est-ce grave? Dans mon expérience, que s'est-il passé dans des situations identiques? Mais on peut aussi utiliser d'autres techniques. On peut par exemple produire des monologues intérieurs positifs. Donc vous allez ressentir une réponse physiologique qui est liée au stress. Et là, vous pouvez vous dire, ce que je ressens est là pour me rappeler ce que je dois faire, c'est-à-dire me relaxer, penser de manière réaliste, positiver, ou encore, vous pouvez vous dire, malgré les signes que je ressens, je peux faire face. Oui, je rougis, et alors? Ça va irriguer mon cerveau, c'est bon pour la réflexion. Positiver. Vous pouvez également vous préparer à des situations hautement stressantes, en les imaginant, et en utilisant ensuite des techniques de réduction de l'activation émotionnelle. Ou encore, mettre en pratique ces techniques en affrontant le stresseur. Mais dans ces deux derniers cas, je vous conseille d'être accompagné dans vos démarches par un professionnel. Nous pouvons également chercher à agir sur les émotions, sur les relations avec les autres ou sur le style de vie, par la résolution de problèmes que nous avons vu plus haut ensemble. Et nous voici à la fin de ces 3 mardinaires sur la gestion du stress. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a apporté de l'aide. Je vous dis à très bientôt. Et maintenant, on passe aux questions.